Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici à une vingtaine de kilomètres de Chartres et je vais vous présenter un agriculteur des plus innovants. Alors, c'est un céréalier qui a diversifié avec des cultures à valeur ajoutée, notamment du tabac. Il a investi dans une chaudière et vous allez voir comment il la rentabilise. Mais sans plus tarder, je vous invite à découvrir le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Avis aux gros fumeurs de spliff, cette semaine on parle de culture du tabac et on vous rappelle à l'occasion que la consommation du tabac nuit gravement à la santé. Bon, c'était relou mais il fallait le dire. Alors je profite de ce sommaire pour vous annoncer une belle bête. On a essayé le Fast Track 4220 de JCB. Bim, je suis sûr que vous êtes trop jaloux là et c'est pas fini parce que Power Boost représente toujours la France au Tractor of the Year et on a encore du neuf à partager avec vous cette semaine. Comme quoi on n'est vraiment pas chien. Et enfin, notre rubrique l'interview va s'intéresser aux objets connectés. Alors ça, si c'est pas un programme qui déchire sa maman, je sais pas ce qu'il vous faut. En fait, je crois que c'est juste le meilleur Power Boost qui existe. Si, tu vas kiffer, reste connecté. Je lance le top départ pour cette émission, juste après les news. Go! Le terminal Isobus Telus Go, lancé au cours du CIMA 2015, évolue avec une nouvelle application baptisée l'Auto7 App. Après avoir renseigné la granulométrie et la densité de l'engrais, l'utilisateur a juste un clic à effectuer sur le terminal pour paramétrer son épandeur d'engrais depuis le siège du tracteur. L'application Auto7 App sera intégrée en standard à partir de septembre 2016. Les terminaux Telus Go, déjà en service depuis 2015, peuvent également bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité. Il suffit de demander une mise à jour V1.03 du terminal Telus Go à son concessionnaire local Vicon. Dominique Guérin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes céréalier, on est tout près de Chartres, à une vingtaine de kilomètres, vous exploitez environ 300 hectares, mais vous aimez bien diversifier. Une des diversifications, ça a été au début des années 2000, le tabac, et d'ailleurs, on est dans une de serres de tabac. Qu'est-ce que vous faites ici ? Mais ici, on est dans les serres où on fait les plants de tabac qui sont prêts, là, quasiment prêts pour le repiquage en plein champ. Donc en fait, on est sur des semis, ce qu'on appelle du semis flottant. Le tabac a été semé fin février, début mars, avec un semoir à poste fixe sous l'hangar, sur des barquettes polystyrène avec des alvéoles remplies de tourbe. Et on reprend ces barquettes, on les emmène dans les champs pour le repiquage avec une machine spécifique, une planteuse. Quand on parle tabac, on parle récolte, bien sûr, et c'est une récolte un peu particulière, il faut récolter par étage ? Alors le tabac, ça se récolte en plusieurs fois effectivement. On commence à récolter le tabac par les étages bas, qu'on appelle les basses. Ça doit être récolté dès qu'à peine mûr. Alors après, on y va crescendo, on monte en 3 ou 4 fois parce que la plante mûrit toujours de bas en haut. Donc on va toujours par les récoltes les plus mûres pour faire le tour des parcelles et revenir à chaque fois pour le deuxième, le troisième et le quatrième passage. Et vous l'avez mécanisé, la récolte, et c'est une étape importante, ça vous a permis de développer la culture. Alors quand on a commencé en 2001, on était en récolte manuelle avec des postes d'assistance à la récolte avec des gens qui étaient assis sur des sièges extra bas entre les rangs qui cueillaient à la main. Pour passer à l'étape supérieure, on a décidé en 2004 de mécaniser la culture de tabac. Donc c'est tout simplement une automotrice. Au lieu d'avoir 10 personnes en dessous plus une au-dessus ou 2 au-dessus, on n'avait plus qu'une personne avec 2 rangs au lieu de 10 rangs pour l'autre, mais on avançait à 5 à l'heure qu'avec une machine à récolte manuelle, on est à même pas 1 km/h. Alors à un moment donné, vous avez fait jusqu'à 80 hectares de tabac. Est-ce que concrètement, le tabac, c'est un marché qui se développe au niveau mondial ? Et puis, est-ce que ça paye ? Le tabac, oui. Alors au niveau mondial, le marché a beaucoup évolué depuis 15 ans, 16 ans qu'on fait du tabac, mais malgré tout aujourd'hui le marché se porte bien parce qu'en France on a les tabacs les plus chers du monde, il faut le savoir, mais on a aussi les tabacs les plus recherchés. Pourquoi ? Parce qu'en France on ne sait pas forcément faire des bas prix, mais on sait faire de la qualité. Aujourd'hui il faut vraiment s'axer sur la qualité. Alors Dominique Guérin, on va se retrouver près d'une chaudière et c'est une étape importante pour la production de tabac, mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Nouveautés.
On vous a dévoilé le prototype à l'Agritechnica 2013. On vous l'a fait découvrir à sa sortie au CIMA 2015. Et cette semaine, on l'a carrément essayé pour vous. Le Fast Track 4220, tracteur polyculture élevage avec 4 roues égales, répartition homogène du poids et frein à disque avec ABS sur chaque roue. Avec une puissance nominale de 217 chevaux, c'est le plus puissant de la série JCB Fast Track 4000. Équipé d'un moteur 6U de 6,6 litres à 6 cylindres qui lui confère un rendement énergétique optimal, il peut atteindre une puissance maximale de 235 chevaux et un couple maximal de 950 Nm. De plus, ses 4 roues directrices et son rayon de braquage inférieur à 5 mètres lui confèrent une grande mobilité et permettent des demi-tours en bout de champ plus faciles et plus rapides. Sa transmission CVT à variation continue assure une utilisation optimale de la puissance et du couple, une accélération en douceur et un contrôle de la vitesse très précis. Enfin, le tableau de bord indique les informations et les alertes sans perturber la visibilité. Et l'écran tactile permet d'activer de façon intuitive les fonctions clés du tracteur. Dominique Guérin, vous avez une super installation donc, de chauffage, une chaudière en plus sous un bâtiment photovoltaïque. Tout ça, ça a coûté très cher. Oui, ça a coûté assez cher au niveau de l'investissement. Lorsque l'on s'est posé la question de passer à l'énergie bois pour le séchage de notre tabac, auparavant nous étions au gaz et en fait, au fur et à mesure que les surfaces augmentaient, les factures de gaz avaient tendance à s'envoler. Donc on s'est posé la question d'investissement dans une énergie, moins chère. Forcément, ça passait par le renouvelable. Donc nous, on est resté au bois parce que c'est beaucoup plus simple au niveau alimentation, gestion, de tout, parce qu'il y a la chaudière qui représente 35-40% de l'investissement total. Le reste, c'est toute la chaîne d'approvisionnement, le stockage, le conteneur à bois derrière nous, la préalimentation, la gestion, la régulation, la circulation d'eau chaude derrière les conteneurs, les échangeurs des fours et la régulation. Donc tout ça, ça représente une facture de 390 000 € à peu près. Et aujourd'hui, est-ce que vous l'avez amorti ou pas ? Comptablement, non, on est en cours d'amortissement, mais on l'a rentabilisé, oui, parce qu'on a fait les comptes avec du gaz à 600 € dans mon étude économique. On a eu du gaz qui est monté à 800, 850, donc forcément, j'étais beaucoup plus avantagé puisque le prix du bois était assez constant. Le retour sur investissement s'est fait assez vite, sur 5 ans, on était bon, quoi. Mais malgré tout cela, ça ne tournait quand même que 3 mois par an, et c'est une ineptie quelque part. Alors oui, effectivement, elle était prévue pour tourner que 3 mois dans l'année et des mois, estivaux et début d'automne. Donc avec mon frère, on s'est longtemps posé la question de comment faire pour utiliser plus rationnellement cette chaudière qui était à l'arrêt bien longtemps dans l'année. Et moi, parallèlement à ça, je me suis trouvé à adhérer à un cluster qui s'appelle Agrodynamique et Développement Durable, qui est un cluster aurélien qui a été initié par notre député. Et un jour, on nous a proposé une conférence à laquelle j'ai assisté et le conférencier est venu nous parler de la spiruline. Alors justement, Dominique, on va aller voir votre installation en spiruline, mais juste avant, je vous invite à retrouver notre rubrique Focus. Tous les constructeurs de tracteurs en rêvent, avoir la chance d'être le tracteur de l'année 2017. Et c'est Power Boost qui représente la France au sein de ce jury de médias européens. La première réunion a eu lieu cette semaine dans un hôtel plutôt sympa près de Bologne. Today is the starting point of Tractor of the Year 2017. C'est aujourd'hui que commence le Tractor of the Year 2017. Nous organisons la manifestation Let the Challenge Begin, pendant laquelle toutes les marques de tracteurs peuvent présenter leurs candidats à un jury international composé de 24 journalistes professionnels venus des 4 coins de l'Europe. Ce jury effectuera une sélection parmi les tracteurs de chaque catégorie et en novembre, nous passerons à l'étape suivante, la cérémonie de remise des prix, où nous récompenserons les tracteurs sélectionnés ainsi que le gagnant de chaque catégorie du Tractor of the Year 2017. Of the year 2017.
Non mais alors là, Dominique Guérin, je comprends, effectivement, il ne fait pas froid ici, il fait même chaud, et puis c'est l'agriculture du futur. On a quoi? On a la spiruline qui est élevée comme ça dans de l'eau. Quelque part, c'est un peu de la culture quand même. Alors la spiruline, oui, c'est de la culture. La spiruline, c'est une microalgue qui pousse naturellement dans des lacs qui se trouvent dans les pays chauds entre la zone équatoriale et tropicale. On reproduit exactement les conditions de vie naturelles de la spiruline dans le milieu naturel. Ça veut dire que vous semez quelque part la spiruline et puis vous fertilisez. Alors exactement, on la nourrit, c'est le terme à proprement parler. La première chose à laquelle il faut s'attarder, c'est la qualité de l'eau qu'on a à sa disposition. On sale l'eau avec du sel de mer, on rajoute du bicarbonate de sodium, le même qu'on peut consommer pour l'humain, et ensuite on la nourrit forcément. La spiruline est très chargée en protéines, vitamines, minéraux, il faut forcément les apporter. Après on ensemence avec de la souche de spiruline, soit qu'elle vienne directement de banques de souches, ou plus généralement entre producteurs on se la repasse, ou nous entre bassins on se la repasse, enfin on la change de bassin, on la reproduit. Concrètement, c'est l'investissement de combien et ça s'amortit? Le kilo de spiruline permet d'amortir rapidement? C'est difficile à dire aujourd'hui parce que la partie la plus compliquée quand on produit de la spiruline, c'est pas vraiment la produire, c'est la commercialiser. Parce que même si le marché est très porteur, il faut quand même se faire connaître. Au niveau du grand public, les gens initiés, on n'a pas d'explication à donner quand on vend de la spiruline, on leur vend comme un paquet de lessive ou comme un paquet de pâtes. Mais on a beaucoup de questions posées sur les stands quand on fait les marchés et les salons, et il faut prendre le temps de bien expliquer aux gens l'intérêt de la spiruline, ce que c'est déjà l'intérêt et comment la consommer pour en tirer le plus possible les bonnes vertus. Le marché, on le gagne tranquillement, c'est pour ça que c'est très difficile de répondre à cette question sur une durée. On a beau faire un bon rendement, la partie n'est pas gagnée, quoi. Dominique Guérin, encore félicitations pour cette capacité d'innovation et puis merci de nous avoir reçus ici sur votre exploitation. Alors à présent, on va découvrir une école, on est à Montpellier, vous allez voir, c'est une école très innovante. Aujourd'hui, à Supagro, on forme des ingénieurs avec double compétence, agronome et technologie d'information et de la communication. Il nous semblait très important d'avoir un lieu sur lequel on puisse montrer aux étudiants formés aux technologies qui sont aujourd'hui opérationnelles et commercialisées en agriculture. Les solutions qui sont commercialisées mais dans un environnement connecté, c'est-à-dire les unes à côté des autres, qui fonctionnent ensemble sur une exploitation en production. Donc par exemple, sur le MAS numérique, les exemples d'applications qui sont aujourd'hui opérationnelles, c'est la capacité qu'on a de zoner des parcelles agricoles, d'identifier des zones avec des vigueurs plus ou moins fortes quand on parle de vignes, et du coup en fonction des zonages qui ont été identifiés par la télédétection par exemple, de faire du suivi de maturité orienté en fonction des zones qui auront été définies, et du coup par exemple orienter et sélectionner les vendanges en fonction de ces zones de maturité. Et l'objectif c'est bien sûr d'avoir une qualité optimale des vins année après année. L'objectif du MAS numérique, c'est d'avoir une accessibilité, une visibilité auprès de la profession agricole. Donc aujourd'hui, notre volonté, c'est d'avoir un maximum de valorisation auprès des structures intéressées comme des coopératives ou des groupes de techniciens qui voudraient se représenter et s'approprier le niveau d'opérationnalité des technologies quand elles sont mises en œuvre dans un contexte connecté sur une exploitation en production. Donc si vous êtes intéressé pour organiser des visites ou des formations continues sur le domaine, contactez-nous à Supagro et on organisera ça avec plaisir. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Alors si vous avez envie, vous aussi, d'innover, c'est très simple, il suffit de lire notre média partenaire, Agriculture et Nouvelles Technologies. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine.